Bonjour à tous, nous retrouvons comme tous les samedis soirs sur TF2 pour votre divertissement avec C'est pas compliqué, dans la maison de la science, avec Samuel, le scientifique janté, mais aussi Maxime, le physicien, toujours content. Mais bien sûr, Et bien sûr, et toujours encore, Marc-Henri, le mathématicien déchaîné. nous allons résoudre ce soir une énigme qui va être la foudre à Singapour. Marc-Henri, j'ai une vision. Je viens d'être frappé par la foudre et je sais comment elle se forme. Marc-Henri, viens vite, j'ai une idée. Ce qui s'est passé à sa tête. Maxime, j'ai une vision. Il faut que tu vois ça. wow. Qu'est-ce qui lui arrive? Bah, je sais pas, il a allumé la télé tout seul. Je vais vous expliquer. J'ai été frappé par la foudre. J'ai eu une vision. Je sais comment elle se forme. Ok, donc Marc-Henri, Maxime, tout d'abord, il faut que je vous explique comment se forme le nuage qui porte la foudre. Donc, vas-y, allez, va par là. Ok. Donc, une masse d'air humide se forme par ici et elle va s'élever dans le ciel à cause de tout d'abord la chaleur, mais aussi des courants ascendants qui vont la faire monter, les courants d'air ascendants. Donc, l'altitude augmente et lorsque la température atteint 0 degré, car plus on est haut, plus il fait froid, donc les gouttes d'eau de la masse d'air humide vont se solidifier et devenir des cristaux. Ensuite, le nuage continue de monter jusqu'à la stratosphère, qui est atteinte ici, qui est la deuxième couche de l'atmosphère et qui est à 15 000 mètres d'altitude. Donc, lorsqu'elle est atteinte, la masse d'air ne peut pas monter plus haut. Donc, elle va s'écraser sous une forme d'enclume. En effet, les bords vont s'allonger, comme ça. Les cristaux du nuage vont s'entrechoquer, car certains vont monter et certains vont descendre à cause des courants d'air. Donc, le fait qu'ils s'entrechoquent crée des charges électriques. Il y a donc des charges positives et négatives, comme on peut le voir ici. Donc, les charges positives vont se mettre en haut du nuage, tandis que les charges négatives se mettent en bas, sachant que dans le sol se trouvent des charges positives. Il va y avoir une réaction entre les charges positives et les charges négatives qui va créer un courant électrique dont l'intensité va croître. Lorsqu'elle atteint 7 kV par mètre, une décharge électrique va frapper. Donc le courant électrique formé va être sous différentes formes, comme on le voit ici. Donc il y a tout d'abord les courants électriques intra-nuage, donc à l'intérieur d'un nuage, qui fait réagir les plus et moins d'un nuage, mais aussi entre deux nuages, avec les plus et moins de deux nuages différents, mais aussi entre le sol et un nuage, comme on peut le voir ici avec les charges positives du sol qui réagissent avec les charges négatives d'un nuage. Avant de conclure mon explication, je dois juste vous expliquer qu'il y a différentes décharges coûts d'électricité. Tout d'abord, commençons avec les coûts descendants. Ce sont les coûts d'électricité qui passent d'un nuage vers le sol. Il y a aussi les coûts ascendants. Ce sont ceux qui, s'il vous plaît, télé, passent du sol, souvent d'un pic élevé ou d'un arbre, vers le nuage. Ensuite, il y a d'un autre côté les coûts positifs, qui sont très très rares, mais vraiment très très rares. Ce sont ceux lorsqu'il y a des ions négatifs du sol qui réagissent avec les ions positifs du nuage. Mais il y a donc aussi les autres coups, qui sont les coups négatifs, qui sont beaucoup plus fréquents, dans la majeure partie des cas, qui sont ceux qui sont les cas dans lesquels les ions négatifs du nuage vont aussi réagir avec les ions positifs du sol. Donc maintenant, vous savez comment marche la poudre. Cependant, quelque chose me tracasse énormément. Mais il vaut mieux que je vous montre, vous comprendrez mieux. J'en ai marre, il peut tout le temps à Singapour. Eh bien, mon bon Sam, il va falloir t'y faire, parce que ça ne va pas changer. Par contre, je peux t'expliquer pourquoi. En effet, à Singapour, il fait chaud et humide toute l'année. Pendant le mois le plus froid de l'année, c'est-à-dire janvier, les minima peuvent atteindre 23,9 degrés au plus froid de la nuit et des maxima à 30,3 degrés. Pendant le mois le plus chaud, c'est-à-dire juin,
Les minima peuvent atteindre 25,9 degrés et les maxima 31,9. On peut voir que la différence entre le mois le plus chaud et le plus froid est à peine perceptible. Ceci est dû au fait que l'air ambiant à Singapour est très humide et tourne autour de 80%. Le vrai marqueur de changement des saisons est en fait la mousson. Donc, la zone de pluie ne reste pas tout à fait au niveau de l'équateur. En effet, elle oscille en fait au gré des saisons. De décembre à mars, la zone de pluie reste au niveau de Singapour. Les vents venant de la Chine continentale emmènent l'air froid refroidi par l'hiver vers l'hémisphère nord. C'est la mousson du nord-est, comme on peut le voir ici. Les vents arrivent, voilà. Donc voilà. Après, la ceinture de pluie descend en dessous de l'équateur pour après remonter de juin à septembre avec les vents venant d'Australie et amenant l'hiver australien. C'est la mousson du sud-ouest. Donc voilà, et là on peut voir que pendant les autres périodes, les vents sont très faibles au niveau de Singapour et la pluie stagne à Singapour. Après vous avoir expliqué les différentes saisons à Singapour, je vais vous expliquer pourquoi il pleut à Singapour. En fait, c'est très simple. Singapour est situé sur l'équateur et on sait que sur l'équateur, il pleut beaucoup. Ceci est dû en fait au fait que l'équateur est une zone de basse pression, comme on peut le voir ici. Et les zones de basse pression attirent les zones tropicales de haute pression, comme ça, sous forme de masses d'air. Ces masses d'air vont traverser les océans et vont se charger d'eau pour arriver jusqu'à Singapour, où en remontant, l'eau va se condenser et retomber sous forme de pluie. Alors en fait, c'est une histoire de pression. Eh ben oui, et pour vous donner une preuve, c'est qu'à Singapour, le mois le plus humide est le mois de décembre. Il pleut environ 18,5 jours, ce qui équivaut à 329,5 mm. Beaucoup, hein? Comme ça, tu nous as déjà expliqué comment se forme la foudre. Moi, je vais vous expliquer pourquoi elle se forme à Singapour. En effet, la foudre se forme au niveau des zones équatoriales. Un petit village situé en République démocratique du Congo, Kifuka, a été touché 158 fois par kilomètre carré par la foudre, ce qui est énorme. Singapour est aussi un des pays qui est le plus touché par la foudre. D'après la NEA, il a été touché par 23,5 fois au mois de novembre, sur 30 jours, ce qui est un chiffre énorme, on va dire. Donc, maintenant, ce n'est pas qu'à l'équateur que les orages se forment. En effet, on peut voir qu'au niveau de l'équateur, les zones sont les zones les plus touchées, mais il y a aussi les zones intertropicales, donc ici et ici. Les orages se forment là-bas grâce aux vents, les alizés, qui convergent dans ces zones-là. Au niveau donc, des zones de nord et sud, on peut voir que les orages sont beaucoup moins fréquents. Ceci est dû au fait que les courants d'air des courants d'air descendants. Après, au niveau des autres zones, donc par exemple au niveau de l'Amérique du Nord, la région des ouragans, on peut voir que les courants chauds favorisent la formation des orages, alors que dans d'autres zones, par exemple ici, par là-bas ou ici, les courants froids les défavorisent. Voilà. Maintenant, je vais vous parler des pluies journalières à Singapour. La NEA, National Environment Agency, nous apprend que les pluies ont plutôt lieu l'après-midi. Ceci est dû en fait à des courants ascendants thermiques qui font effondrer les nuages de pluie sur Singapour l'après-midi. Mais il existe aussi des pluies qui peuvent se dérouler dans la matinée. En effet, lors de forts coups de vent de mousson du sud-ouest, des nuages qu'on appelle squalls reviennent de Sumatra le matin pour venir stagner à Singapour, et donc vers 8h, 9h, on peut avoir une forte pluie qui vient donc chuter sur Singapour. Donc, on en a marre d'être mouillé. Il n'y aurait pas des aménagements pour se protéger de la pluie et de la foudre à Singapour? Maintenant que t'en parles, viens avec moi avec une tête. Les canaux à Singapour, c'était d'abord pour combattre les maladies, comme la malaria par exemple, qui se propage par l'eau. Maintenant, ce qui nous intéresse pour nos TPE, c'est surtout le fait que c'est maintenant pour l'eau pluviale. Donc en fait, Singapour est recouvert de milliers de kilomètres de ces canaux pour éviter toute inondation.
Certains endroits comme Queenstown et Tampanis sont sujets à des plus grandes inondations de par leur relief très creux. C'est pour cela que dans ces quartiers-là, il y a des plus gros canaux pour avoir un plus grand débit d'eau pluviale. Pour revenir à ta question, Maxime, la pluie, certes, c'est embêtant, mais c'est aussi bénéfique. Regarde à Singapour, il y a de nombreux réservoirs, comme le MacRitchie par exemple. Ces réservoirs, ils servent à collecter l'eau de pluie. Cette pluie, à long terme, elle doit être redistribuée à la population et aussi faire que Singapour soit indépendante de tous ces pays voisins qui la fournissent en eau, comme la Malaisie, l'Indonésie. Donc tu vois, Maxime, les aménagements, ça à protéger, mais aussi à aider. Donc une autre limite de Singapour est son système de taxi. Pourquoi ne trouve-t-on jamais de taxi à Singapour quand il pleut? Mais la raison est très simple. La SMART, donc c'est la Singapore MIT Alliance for Research and Technology, a trouvé en fait que les taxi drivers, leur taxi leur appartenait, et donc s'ils avaient un accident, c'était à leurs propres frais, et ils devaient payer en plus une amende à la société. Donc pourquoi s'embêter à prendre des gens en taxi? Et tout simplement aussi, il y en a d'autres qui ne supportent pas de conduire sous la pluie et donc préfèrent tout simplement stationner. Donc ça, c'est une autre limite des aménagements à Singapour contre l'orage. Parlons des passerelles. Je suis à présent sur une des 480 passerelles de Singapour. Ces passerelles servent tout d'abord à protéger les habitants de la pluie, mais aussi à leur faire passer des grands axes routiers, comme on peut le voir ici. Certaines passerelles, comme celle-ci, sont directement liées à un arrêt de bus. Regardez ici. Donc la particularité des passerelles, c'est qu'elles sont en l'air et qu'elles sont liées directement aux arrêts de bus. Par contre, un autre moyen ici à Singapour, c'est les tunnels. Les tunnels, eux, sont sous terre et sont, eux, liés à des stations de métro. Donc chacun remplit son rôle et le fait bien. À présent, je vais vous montrer quelques photos et vidéos sur les aménagements à Singapour contre l'orage et le tonnerre et les précipitations. Donc tout d'abord, ici on peut voir une carte des canaux de Singapour. Donc là on peut voir qu'il y a quand même vraiment des millions de canaux. Et ici c'est certains réservoirs, donc spécialement pour l'eau de pluie. Donc tout à l'heure nous étions sur ce canal là, qui est celui de Ulung Pandan. Et en effet on voit que certains canaux sont beaucoup plus conséquents que les autres. Du fait qu'ils soient, comme j'ai dit tout à l'heure, dans des endroits plus propices à des inondations. Donc maintenant, ici on va voir le fil Twitter de l'agence nationale singapourienne de l'environnement, donc le PUB. Et donc en fait, ils préviennent la population sur des aléas météorologiques qui peuvent survenir à Singapour. Donc par exemple ici, il y avait eu une inondation à Sembawang Road, ou encore ici il prévoyait des précipitations avec des éclairs sur le territoire singapourien entre un certain intervalle d'heures. Donc en fait ça aide à la population à adapter leur mode de vie en fonction de ces conditions plus facilement qu'auparavant. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous parler de l'aménagement qui est le plus courant dans le monde et aussi par sa simplicité et par son efficacité. Donc en fait là on peut voir le schéma d'une maison et vous me demandez qu'est-ce que ce truc bleu. Et en fait ce truc bleu c'est un paratonnerre. Et donc en fait le paratonnerre c'est composé de trois grandes parties. Donc une longue tige qui doit être de matière conductrice, donc c'est généralement du fer, qui a le bout pointu. Donc comme je l'expliquerai plus tard pourquoi il y a ce bout pointu. Et en bas c'est un isolant, donc en fait qui captera l'électricité et le gardera en lui-même. Et en fait ces deux parties, elles sont reliées par une longue tige de fer qui permet de transporter l'électricité d'un point haut à un isolant pour qu'il ne crée aucun problème. Donc j'ai expliqué le côté théorique des choses, maintenant je vais vous montrer le côté pratique. Donc ici en fait, c'est une photo qu'on a prise la dernière fois à Singapour. Et en effet, on voit cette longue tige de fer qui est donc le plus haut possible. Et elle sert de même comme antenne comme récepteur radiophonique. Et en fait, elle est reliée par la terre par ce long fil qu'on voit sur le toit, donc qui conduira l'électricité jusqu'en bas. Donc maintenant, là, c'est une expérience qu'on a fait avec la machine de Van der Graaf. Et en fait, donc vas-y. Voilà. Donc là, on voit qu'en fait, la boule
Donc en fait, c'était deux choses qui étaient placées exactement au même espace, à un même écartement de la grosse boule qui était un générateur. Et en fait, on remarque que au même endroit, une boule ronde n'attire pas l'électricité, parce que vous voyez, il y avait aucun, vous avez vu, il n'y avait aucun éclair entre les deux, tandis que là-bas, eh ben, quand on fait voilà, là on peut voir qu'il y a des éclairs, alors qu'en fait c'était vraiment à la même distance l'un que l'autre. Donc là, ça montre la propriété que l'éclair est attiré par des choses plus escarpées que des formes arrondies, d'où la forme pointue du paratonnerre. Enfin, une dernière fonction du paratonnerre, c'est bien évidemment sa position la plus proche possible du ciel. Donc en effet, regardez, là, hop, on voit que il y a des petits éclairs qui passent, et quand on met le paratonnerre, tac, le paratonnerre attire les éclairs et donc ne va pas sur la boule. Sur la boule, grâce à la proximité du paratonnerre comparé à celle-ci par rapport au générateur. Donc en effet, ça montre que le paratonnerre capte l'électricité le plus rapidement possible pour éviter tout problème. Et donc on a fait beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. Ah oui, j'avoue. Bon, ouais, journée très bien éducative. Non, mais par exemple, on a appris que les aménagements à Saint-Métro étaient quand même vraiment considérables, comme les canaux, les passerelles, les tunnels. Les paratonnerres. Les paratonnerres, oui. Ouais, on aura aussi appris qu'il y avait plusieurs saisons à Singapour, malgré le fait que les jours se ressemblent, que la pluie et la foudre étaient fréquentes à Singapour par le fait qu'il se situe sur l'équateur, une zone de basse pression avec des vents qui convergent, etc. etc. Ce serait intéressant. Qu'est-ce qui est le plus important? Ce qui sort de ma tête, comment tout ça se forme? Tout part d'une montée d'air chaude qui se solidifie à cause de la température négative, qui ensuite voit ces cristaux se s'entrechoquer et transformer en charge négative et positive, qui réagissent entre elles et créent un courant électrique. Et qu'est-ce qui se passe? Ça crée la foudre. C'est extraordinaire tout ça. Est-ce que c'est pas extraordinaire? C'est peut-être putain. On C'est bien, hein. Ouais. Marc-Henri, Maxime, maintenant c'est toutes les caractéristiques de la foudre à Singapour. Marc-Henri. Les sciences, c'est pas compliqué. Quand c'est bien expliqué, on fiche les doigts dans le nez. Avec de l'humour, c'est beau comme un loup.